On arrive à installer une crédibilité en tant que média sur l'information qu'on produit. Ça prend des années. Se décrédibiliser, c'est extrêmement rapide. Bien sûr. Construire une culture, ça prend des années. La casser, c'est très très rapide. Je pense que c'est la vision de l'info journalistique et technique et la culture d'entreprise qu'on a réussi à développer qui font qu'on a su créer notre place, à mon avis. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Bonjour Clémentine. Bonjour. Écoute, merci de m'accueillir chez Contexte. On va parler aujourd'hui dans vos logos qui sont très bien placés. On en parlait avant dans le centre de Paris, ce qui est toujours un plaisir. Écoute, je suis ravi d'être là déjà parce que tu es le premier média, la première créatrice de médias que je reçois sur ce podcast, ce qui est un nouvel univers à explorer. Et donc justement, tu as décidé il y a un peu plus de 10 ans de te lancer dans cette aventure de créer un média, Contexte. Et c'est un secteur dans lequel il y a pas tant de gens que ça qui se disent je vais entreprendre parce que c'est assez notoire que économiquement, trouver un modèle économique, c'est pas simple. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans et à créer un média plutôt que par exemple rester dans un autre grand média qui est bien établi et qui a déjà pignon sur rue? Donc on est en 2012. Contexte est lancé en 2013, mais en 2012, à l'époque, je travaillais pour un média qui avait un modèle gratuit. Donc accessible à tout le monde. Ça faisait 6 ans. Ça s'appelait Heure Active et le fond des sujets m'intéressait beaucoup. On parlait de politique, on parlait d'Europe, c'était vraiment mes sujets. Mais je crois que j'avais fait le tour de mon rôle et aussi je voyais bien que le modèle gratuit allait pas nous emmener très loin. Et qu'on pourrait pas se développer et donc voilà, on allait faire ce qu'on savait faire mais que ça irait pas beaucoup plus loin. On était une rédaction, on était 3 journalistes plein temps, puis des stagiaires, puis la boîte en tout, on devait être 8 ou 10 en France. C'est un réseau de médias européens dont le siège est à Bruxelles. Et donc à l'époque, comme ça arrive dans la vie professionnelle, je me dis je vais aller voir ailleurs si j'y suis. J'ai pas démissionné à ce moment-là, mais je commence à rencontrer beaucoup de gens dans Paris, comme on fait quand on cherche du travail ou quand on cherche un peu quelle est l'étape d'après. Et en même temps, on discute beaucoup avec Jean-Christophe Boulanger, donc, qui est le fondateur de Contexte, avec qui j'ai co-créé l'entreprise, mais c'est lui l'actionnaire majoritaire. On discute beaucoup un peu du média de nos rêves, de ce qu'on aurait envie de faire, de là où on pense qu'il y a un marché, voilà. Et puis, je rencontre plein de gens dans Paris et je me disais à l'époque, c'est bizarre ma carrière, j'ai toujours été un peu journaliste entrepreneur, j'ai participé régulièrement à la création de Heure Active en France. Avant même, j'avais été à Bruxelles, j'avais participé à la création d'un bureau, d'un think tank, puis j'étais pigiste à côté. Et je me dis, mais peut-être que j'aurais besoin d'être dans un grand média, de trouver un mentor qui m'apprend plein de choses. Et donc, je fais ce trajet-là intérieur un peu et je rencontre des gens. Et en fait, il y avait aussi dans des très grands médias installés. Et puis, j'ai quelques propositions, mais plutôt de faire du desk un peu amélioré en sortant pas, en n'allant pas sur le terrain. Du desk derrière. Pour ceux qui savent pas. Du desk pour ceux qui savent pas, c'est on est au bureau. Et à l'époque, en plus, on a des dépêches d'agences de presse qui tombent et on rajoute quelques petites infos, on les titre un peu différemment, éventuellement on réécrit un peu, mais c'est pas du journalisme tel que moi j'avais envie de le faire en fait. Et au-delà même du fond ou de la méthode de travail, je n'arrive pas à trouver à cette époque-là en tout cas, dans les gens que je rencontre, dans les entreprises donc qu'on me décrit, beaucoup de sens. Et il y a des super médias en France et j'ai des confrères partout, donc c'est pas pour critiquer, mais moi, ça faisait pas beaucoup sens. Et j'avais l'impression que j'allais pas avoir beaucoup d'impact. Et je voyais pas bien quel était le but de ces entreprises, en fait. Au-delà on fait un métier où on est là pour amener de l'information, etc., bien sûr, mais
C'est comme si j'avais besoin de quelque chose de supplémentaire. C'est intéressant ce que tu dis là-dessus, parce que pour beaucoup de gens, c'est autoporteur le sens dans le journalisme. C'est quand même la liberté d'information, le quatrième pouvoir, tout ça. Enfin, c'est des réflexions qu'ont beaucoup de gens aussi qui ont des boîtes dans l'impact, la transition écologique, des choses comme ça. Et donc, du coup, toi, ça ne te suffisait pas. Eh ben, je crois que j'avais besoin que ce métier qui, pour moi, est autoporteur, soit porté par une structure qui soit convaincu de la valeur de l'information, de la valeur du journaliste dans notre démocratie, et qu'il n'y ait pas d'autres projets. Que ce soit pas en fait un industriel qui en fait a acheté un média ou créé un groupe de presse parce qu'il a un agenda d'influence, ou que ce soit pas un magnat des médias qui en fait a un agenda politique derrière, ou un agenda d'influence plus largement. Et je crois que là, je le formule comme ça aujourd'hui. À l'époque, je ne le disais pas comme ça, mais je me suis rendu compte que dans le fond, il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc, j'en finis par me dire, puis il y a cette aventure contexte dont on commençait à dessiner un peu les contours avec Jean-Christophe, sans que je sache encore vraiment si j'allais en faire partie, parce que je ne savais pas quel était mon choix. Et au final, je me suis dit, mais j'avais l'impression qu'il y avait des graines, aussi bien sur la façon de faire ce métier de journaliste, donc métier de terrain, où au contraire, on va chercher à être utile en allant à la rencontre des sources pour apporter une information qu'on n'a pas vue 10 fois ailleurs, et avec l'impression de valeur partagée et de vision de ce qu'est l'information dans la société, de pourquoi elle est fondamentale et importante et que c'est un projet en soi, en fait. J'avais l'impression qu'on partageait ça. Et donc, j'ai eu envie de contexte pour ces raisons-là. Et justement, qu'est-ce que c'est donc du coup ce rôle de l'information, de son rôle dans la société, dans la vision que tu en as et que vous en avez eu au moment de créer Contexte? En fait, notre idée, c'est de dire le métier de journaliste et plus largement l'information, parce que notre vision de l'information, elle est plus large que juste le journaliste. On en parlera peut-être après. A pour but de faire mieux fonctionner la démocratie. Et on peut gagner de l'argent avec ça, dans le sens, pas gagner de l'argent forcément pour faire des milliards de bénéfices et verser des dividendes à des actionnaires, mais être rentable. Et donc être indépendant. Et donc ne subir aucune influence pour apporter la meilleure info possible et faire fonctionner mieux le monde dans lequel on vit, pour le dire à très gros traits. Donc c'était ça, en fait, l'envie de départ. Et après, plus spécifiquement, Contexte, notre objet, c'est de parler de politique, de suivre les politiques publiques dans un certain nombre de secteurs d'activité. Et pour suivre cette matière très sensible qu'est la politique, l'indépendance nous paraissait vraiment Complètement super importante, quoi. Quand on s'est lancé, on a eu des propositions de politiques, de lobbyistes qui voulaient nous proposer de rentrer au capital et de nous financer. D'accord. Parce qu'ils trouvaient l'idée super intéressante. Forcément. Et franchement, à l'époque, on avait besoin d'argent, parce qu'on s'est lancé avec rien. Mais dès le début, on s'est dit, mais en fait, c'est pas cohérent. Ça nous paraissait dévié, sans que ce soit forcément formulé à ce point à l'époque. Ça nous paraissait nous faire directement dévier de la mission, de l'entreprise qu'on avait envie de développer, de la mission qu'on avait envie de mener à bien. Et dans ton cas, du moteur interne qui t'avait conduit à te lancer dans quelque chose qui est beaucoup plus difficile que juste prendre un poste. Exactement. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que je crois que j'avais un peu peur, en fait, au début. Pas du risque, mais de l'énergie que ça demande de créer sa propre entreprise et en particulier un média, parce que on est parti avec peu d'argent, avec pas comme c'était vu à l'époque des journalistes stars qui pouvaient directement avoir pignon sur rue et faire beaucoup parler. Enfin, quand on s'est lancé, la presse spécialisée a un petit peu parlé de nous, mais la presse généraliste, absolument pas, en fait. Ça n'existait pas. Et je pense que cette énergie que ça demandait de prouver par la valeur de l'info tout ce qu'on avait dans les tripes, quoi. J'avais hésité à cause de ça, en me disant, je sais que ce sera un fort investissement personnel. Et justement, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, Contexte, à quoi ça ressemble et quel est le modèle de Contexte? Parce que tu dis, personne parlait de nous, etc. Effectivement, c'est pas comme si vous étiez lancé avec des millions, un canal TNT, et que vous passiez à la télé tous les jours en faisant de la polémique pour parler à d'autres médias qui se sont lancés il y a quelques temps. Aujourd'hui, on a 10 ans. Et félicitations déjà. Merci. On a d'un certain côté jamais été aussi fort et bizarrement, pour moi, je vois vraiment une nouvelle étape de l'entreprise aujourd'hui. Je pourrais un peu développer, mais
En même temps, pour moi, l'océan n'a jamais été aussi grand et je me suis bizarrement jamais sentie aussi petite. D'accord. Donc c'est assez étrange. On n'a jamais été aussi fort parce que je pense qu'on est installé, reconnu pour la crédibilité du journalisme qu'on fait, qu'on était 9 au démarrage dans l'entreprise, on est 100 aujourd'hui, nous, une rédaction, une cinquantaine de journalistes entre Paris et Bruxelles. Donc on n'a jamais été aussi fort de ce point de vue-là. Mhm. On a une culture d'entreprise qui existe, qui est à mon avis forte. On a une organisation qui marche, etc. Mais du coup, on est plus exposé. Mhm. On a d'une certaine manière plus à perdre, puisqu'on a créé tout ça, alors qu'avant, on était un peu les outsiders qui Mhm. arrivent et qui n'ont rien à perdre. Il y a un univers concurrentiel qui évolue, les médias évoluent. Je pense qu'on a aussi contribué à faire évoluer d'une certaine manière une partie de notre écosystème, notamment en B2B. Et puis, on a des projets qui sont forcément à la hauteur d'une entreprise qui est 100 et qui a fait son chemin. Donc, quand je nous regarde, je me dis « Waouh, on a fait tout ça ». Et quand je regarde l'avenir, je me dis « Ouf ». Justement, qu'est-ce qui te fait te dire que ça s'annonce plus compliqué? Parce que finalement, t'as plus à perdre, mais tu as aussi une assise beaucoup plus conséquente que quand vous vous êtes lancé il y a 2, quoi. En fait, je ne sais pas si ça s'annonce plus compliqué, mais qu'il n'y a pas moins de challenge. C'est plutôt ça. Et en même temps, c'est intéressant. Et en même temps, c'est intéressant. Et donc voilà. Et justement, tu parlais du fait que ce soit un environnement très concurrentiel, que ce soit maintenant ou au moment de le faire émerger. Comment est-ce que tu te crées une place dans cet environnement-là où, pour beaucoup de gens, on connaît les grands titres, mais ça s'arrête là. Enfin, on n'a pas forcément une culture média extrêmement développée. Je pense qu'on s'est créé une place au départ grâce à notre vision de l'info politique et de l'info tout court. Et aussi, je pense que la culture d'entreprise qu'on a réussi à développer par la suite a nourri cette première partie et fait qu'on a une image qui est un peu singulière. Quelque chose que j'ai pas dit quand on évoquait un peu c'est quoi contexte aujourd'hui, c'est que j'ai parlé beaucoup de l'externe, de ce qui est des projets, etc. Mais en interne, passer de 9 à 100, évidemment, ça s'est pas fait en claquant des doigts et donc il y a eu une évolution très progressive. Mais et je pense qu'on en parlera, la relation managériale et donc l'organisation et la structuration que ça implique d'être 100 par rapport à être 10, c'est le jour et la nuit en fait. Et ça oblige, et donc on est en mouvement fort dans certaines parties de l'entreprise parce que ce qui marchait pour des équipes à 30 marche plus, ou ce qui marchait pour des équipes à 15 marche plus pour une équipe à 30 et sera pas possible avec une équipe qui peut encore grossir. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc, je pense qu'on on a installé notre crédibilité grâce à l'info, donc que j'ai décrite, c'est-à-dire forte valeur ajoutée, du journalisme de terrain, une éthique forte, une indépendance capitalistique qui du coup nous rend extrêmement libres. Aujourd'hui, 100% du capital appartient à l'équipe. C'était un choix qu'on a fait petit à petit parce qu'il y avait des journalistes et même des commerciaux, dans toute l'entreprise, des gens qui nous demandaient en fait. Donc parce que quand on est créateur d'entreprise, c'est une marque de confiance énorme en fait quand les gens veulent devenir actionnaires. Et donc je pense que c'est la vision de l'info journalistique et technique et la culture d'entreprise qu'on a réussi à développer qui font qu'on a su créer notre place, à mon avis. Et alors justement, cette culture d'entreprise, même avant que vous soyez 100, au moment où vous vous lancez, c'est quoi les intentions que tu as au moment de créer une nouvelle rédac et donc finalement d'avoir cette liberté que tu n'as que quand tu es entrepreneur, de créer une société, dans le sens une entreprise, mais aussi des modes de fonctionnement qui sont particuliers et qui sont issus de ta vision des choses, des comportements et des relations humaines. Je pense que quand on s'est créé, c'était encore du domaine de l'intuition sur certains aspects. Je le dis aujourd'hui, mais à l'époque, je le formulais peut-être pas aussi clairement. C'est que je pense qu'on a créé, je dis on parce que je pense que c'était le cas aussi de Jean-Christophe Boulanger et aussi de Jean-Sébastien Lefebvre, qui est rédac chef à Bruxelles et qui est là depuis le début. On a créé l'entreprise dans laquelle on avait envie de travailler. Alors, évidemment, pour moi, qui suis journaliste au départ, c'était
la vision de l'info que j'ai décrite. Mhm. Mais je pense qu'il y avait aussi, j'étais assez marquée par les discours que j'avais entendus de confrères journalistes. Alors, la génération d'avant, Mhm. qui n'avaient pas eu de vie Ouais. personnelle, qui s'étaient battus déjà pour avoir du boulot Mm. en tant que femme, pour le garder, qui avaient eu des enfants comme elles pouvaient. Elles s'étaient occupées de leurs enfants avec, j'ai toujours l'exemple d'une amie qui me racontait qu'elle rentrait le soir. En fait, ses filles se couchaient hyper tard parce que sinon elle les voyait jamais. Qu'elles ont été beaucoup élevées aussi par leur grand-mère, parce qu'en fait, elles partaient en reportage tout le temps, qu'il n'y avait jamais de pause, qu'il n'était pas question de dire je suis maman et j'ai besoin de rentrer chez moi et d'avoir un emploi du temps qui globalement soit OK, en fait, avec ma vie de famille. Ça m'avait pas mal marqué et je comprenais pas en fait pourquoi c'était pas possible. Voilà. Et puis à l'époque, il y avait aussi pas de boulot et donc on était obligé d'accepter des jobs voilà, où je trouvais que la plus-value de l'info et de la façon de faire notre métier n'était pas celle pour Mm. laquelle moi j'avais eu envie de le faire. Et puis à l'époque, j'ai 34 ans quand on lance Contexte et je vois déjà arriver aussi la génération d'après qui, en fait, n'est pas forcément prête à faire les mêmes sacrifices que les générations d'avant, Mm. qui commencent à avoir un rapport au travail un peu différent, encore différent de la génération qui maintenant rentre sur le marché du travail, Mhm. donc ça a encore évolué. Euh, et puis, j'avais aussi des exemples de rédactions avec des organisations extrêmement pyramidales, très hiérarchiques, avec ce qu'on considérait comme les journalistes stars, qui étaient certes super experts dans leur sujet, très reconnus, très connus, mais du coup, à qui on devait dire amen, et quand on est junior et qu'on arrive dans ce genre de structure, bah, on n'a pas forcément voix au chapitre, on nous écoute pas forcément, on pense, enfin voilà, et où c'était pas vraiment des collectifs, quoi. Mm. Donc il y avait un peu tout ça qui, je pense, a nourri une sorte de contre-modèle, mais encore une fois, c'est pas pour critiquer ce qui est fait ailleurs, c'est plutôt de quoi moi j'avais envie, Ouais, bien sûr. dans le fond. Mm. Et en même temps, tu as plutôt bien senti certaines évolutions, parce qu'effectivement, ce que tu décris, ces modèles-là, enfin, ne serait-ce que pour ma génération, qui est celle qui rentrait sur le marché du travail au moment où tu crées Contexte, tu l'as très bien dit, c'est inconcevable. Enfin, on n'a pas du tout envie d'y aller. Et même à l'époque, quand j'étais étudiant ou quoi, on me disait, enfin, ne fais pas journaliste. C'est bouché, tu vas mal gagner ta vie, c'est une vie c'est très ingrat, quoi. Tu galères tout le temps, comme tu l'as dit, tu bosses tout le temps. Donc justement, tu as voulu créer ce nouveau modèle-là. À l'époque, tu parlais d'intuition. 10 ans plus tard, à quoi ça ressemble finalement d'être journaliste chez Contexte? Euh, Si demain, quelqu'un postule chez nous, euh, alors déjà, il va avoir un processus de recrutement qui va pas ressembler à des processus de recrutement, je pense, qu'il aura vécu ailleurs. Parce qu'il va rencontrer, dans son processus de recrutement, euh, tous les gens qui sont vraiment très concernés par ce recrutement. Ici, on dit les experts et les gens qui sont impactés par ce recrutement. Mhm. On le dit aussi pour des décisions qu'on prend, etc. Donc, ça veut dire qu'il il va rencontrer son équipe Mhm. avec laquelle il va travailler, et il va rencontrer aussi, évidemment, son manager, qui prendra la décision de le recruter. C'est-à-dire, c'est pas le grand chef Mhm. qui décide tout seul de recruter, c'est vraiment le manager direct, parce que c'est lui qui aussi devra faire partir la personne si ça se passe pas bien. On veut responsabiliser les gens, en fait, parce qu'il y a un niveau d'exigence en termes de savoir-être et de compétences qui est hyper important. Donc il y a déjà ce moment-là. Peut-être que je peux raconter une anecdote Oh, bah oui, là-dessus, vas-y. j'y pensais. On a recruté l'année dernière une rédactrice en chef. Mon rôle a évolué et la rédaction en chef est devenue bicéphale, et moi je suis devenue directrice de la rédaction. Mhm. Et donc par essence, c'est compliqué le recrutement d'une rédaction en chef parce que ça a un impact sur toute la rédaction, mais on est très nombreux. On peut pas faire. Surtout quand tu recrutes ton poste, finalement, parce que tu vas forcément chercher, enfin, aussi bien intentionné que toi, tu vas te chercher toi-même, quoi. Alors ça c'est un autre enjeu, on peut en parler après. Mais donc déjà je me dis bon. Pour la rédaction dans son ensemble, c'est un recrutement hyper important. Mm. Mais on peut pas faire rencontrer tout le monde, c'est pas Non, c'est possible. compliqué. Et puis, donc, il y avait. Donc, c'était marrant parce qu'on a fait deux choses. Donc, évidemment, moi, j'ai rencontré des candidats avec mon adjoint et on a fait une shortlist de 4 personnes.
Et on avait aussi préparé ce qu'on appelle chez nous une scorecard. Désolé sûr. pour ce terme un peu. Non, mais voilà. on a que des startups ou des boîtes qui parlent Ok, bon, scorecard à voilà. tout, Donc, à tout craint, scorecard, pour te plaisir. si jamais il y a des journalistes qui écoutent, en gros, c'est l'idée, c'est de se poser la question de quelles compétences on a vraiment besoin pour ce poste et détailler vraiment les choses pour qu'ensuite, dans le processus de recrutement, on soit sûr qu'après, on va évaluer de manière relativement Et objective. c'est une excellente pratique que j'invite tout le monde à adopter, que vous soyez un média ou pas un média. Donc voilà, on fait ça. Et puis, on fait une shortlist. Et là, on se dit, bon, évidemment, il faut que les personnes qui vont être managées en direct, c'est-à-dire les managers intermédiaires dans les chefs de service, on les appelle responsables de pôle chez nous, rencontrent cette rédaction chef. Mais ils sont nombreux et il y en a certains qu'elle ne managera pas en direct. Donc, comment on fait? Et on s'est dit, non, mais c'est quand même important. Donc, comme il y avait déjà eu un entretien vraiment un peu officiel et tout au bureau avec moi et mon adjoint, on a créé un espèce de moment difficile, hein. Une sorte de café où ils sont sortis du bureau et où l'idée c'était d'avoir une conversation pour comprendre un peu quel type de personne c'était, quelles étaient les choses qui étaient importantes pour elle, comment elle interagissait avec des gens qu'elle allait avoir justement dans des réunions ou en direct très régulièrement et tout, et pour sentir aussi un peu voilà les compétences mais aussi quel type de personne c'était. Et après on s'est dit mais il y a la rédaction. Et eux, les journalistes et les rédacteurs, ils avaient d'autres types de questions, en fait, parce qu'ils n'allaient pas être managés en direct forcément par cette personne. Et donc, on s'est dit, on va faire une élection sans candidat. Donc, je me souviens très bien, c'était un lundi matin, on avait réunion comme toutes les semaines, et on leur a dit, à l'issue de cette réunion, vous allez avoir 1 heure, il y a un fichier qu'on va vous envoyer avec les noms de tous les journalistes de la rédaction, et vous allez devoir choisir vos représentants. Mais personne ne se présente. Donc, tu n'as pas mis les 90, 100 ou 80 personnes qu'il y avait à l'époque devant ta candidate en disant voilà, allez-y, posez-lui des questions. Mais c'est l'équipe qui a choisi ses propres représentants. Et ils étaient 3 à la fin, je crois. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que quand on choisit ses représentants, il faut qu'ils essayent d'être représentatifs. Et en fait, ils étaient assez représentatifs. Paris, Bruxelles, hommes, femmes, ancienneté, etc. Et donc, ils ont aussi fait passer ces entretiens. Et à la fin, et ça aussi c'est assez représentatif, en fait, dans ce recrutement, il y a pas mal de choses de contexte de la culture. On a fait un débrief collectif. Et l'idée, c'est pas d'aboutir à un consensus, c'est que la personne qui décide ait consulté les bonnes personnes pour l'aider à prendre sa décision, pour qu'elle ait l'avis le plus éclairé possible. La personne en question, c'était moi. Je pouvais prendre une décision qui était contraire à ce que pensait un des rédacteurs qui a vu la personne en entretien. Voilà. Mais en tout cas, j'avais un avis éclairé, argumenté, en fonction d'une grille qu'on avait donc déterminée à cette fameuse scorecard, et qui m'a aidé à prendre la décision. À l'issue de ce débrief, il y a eu des questions qui restaient posées sur 2 candidates qui ressortaient vraiment du lot, que j'ai revues du coup pour leur dire voilà, il y a telle et telle question qui sont sorties lors du processus de recrutement et donc j'avais envie d'en parler avec vous, etc. Et à la fin, j'ai pris ma décision. Oui, c'est un vrai processus collectif, c'est intéressant, c'est très à rebours de ce qu'on peut attendre d'autres cultures où en gros le chef décide. Et puis voilà, c'est lui qui sait de toute façon, vu qu'il a créé la boîte, il connaît mieux. Donc oui, non seulement t'es très collectif, très déconcentré comme process, mais en même temps c'est très objectivé aussi, puisque tu as été formalisé ces critères-là. On a été formalisé ces critères. On a d'ailleurs soumis la scorecard à toute la rédaction. Si des gens voulaient ajouter des critères ou nous faire remarquer qu'il y a des choses qui manquaient ou que c'était peut-être pas bien formulé ou qu'ils comprenaient pas, etc., c'était ouvert et c'était possible dans un temps donné. Et puis après, on a utilisé cet outil et on a déroulé. Et en fait, je pense que on peut relier ce processus à une notion qui est hyper importante à contexte, qui n'est pas toujours d'ailleurs bien comprise, c'est difficile de la définir, c'est la notion de subsidiarité. Et donc, la personne la plus proche du terrain, a priori, elle sait ce dont elle a besoin. Et donc, il faut essayer de définir qui sont ces personnes les plus proches du terrain. Bien sûr. Et les consulter, et en l'occurrence, ou alors... et c'est pour aller un cran plus loin dans la culture de l'entreprise, c'est que
ce qu'on essaye de faire, et franchement, on n'y arrive pas encore parfaitement, mais il y a plein de petites choses qui sont mises en place pour avancer. On voudrait que tout le monde dans l'entreprise puisse prendre des décisions, à la limite presque n'importe quel type de décision, dans le cadre fixé, en lien avec les objectifs, la culture, etc. C'est pas complètement... voilà, c'est forcément dans un cadre. En ayant consulté les bonnes personnes, de façon... Et à un moment, c'est public. C'est-à-dire, souvent, on consulte les experts en one-to-one. Voilà. Et puis après, il y a peut-être plus de gens impactés par une décision. Eh bien, on a sur notre canal Slack, on a un canal Slack qui s'appelle sollicitation d'avis. Et donc, où on met, voilà, je voudrais prendre telle décision pour telle et telle raison. Voici les experts qui ont été déjà consultés. Voilà les autres personnes que j'ai besoin de consulter. Vous avez jusqu'à telle date pour donner votre avis. Et on avance comme ça. Et ça a fait... Au début, il y avait pas mal de gens qui étaient un peu sceptiques. Et en fait, ça a fait évoluer certains dossiers. Il y a certaines décisions qu'on n'a pas prises dans cette direction, ou alors qu'on a prises alors qu'on ne pensait pas les prendre. Enfin, quand je dis « on », c'est parce que je pense à moi, mais en fait, je pense à l'entreprise. Quoi. Et justement, c'est intéressant parce que tu parles de ce cadre. Et effectivement, la condition de la subsidiarité pour que ta boîte ne parte pas dans tous les sens, c'est d'avoir un alignement fort autour de ce cadre-là, que nous on appelle la culture, mais que tu peux appeler comme tu veux, et notamment autour du projet, la mission d'entreprise, la vision que tu portes, où tu veux aller, et le comment tu le fais, qui sont tes valeurs. Ces composantes culturelles-là, c'est quelque chose que vous avez collectivement explicité, mis sur papier, et que vous partagez, ou c'est quelque chose qui reste encore du domaine de l'inné, du ressenti Ce qui est marrant, c'est peut-être de repartir au départ. Franchement, quand on s'est lancé, il y avait déjà, et c'était pas du tout formalisé, c'était pas du tout écrit noir sur blanc. Il y avait plein de choses qui étaient du domaine de l'intuition, et même moi à l'époque, je pense que ma vision du rôle du manager, j'avais eu une expérience par le passé, mais elle était quand même encore très très faible, je dirais. Et donc, petit à petit, on s'est structuré. Et en fait, en fonction de nos moments dans l'entreprise, des moments de la vie de l'entreprise, on a de plus en plus formalisé les choses. Quand on s'est lancé, j'avais pas pensé l'organisation. J'avais une idée en tête de voilà comment ça marche dans les autres médias, voilà d'où je viens, je vais faire la même chose. Et puis, donc, je me disais, bon, voilà, je suis rédactrice en chef. Il y a des rédacteurs. Moi aussi, je vais un peu écrire. Et puis, je vais corriger. Voilà. Et puis, après, je me suis dit, après, ça va être trop toute seule. Donc, j'ai besoin de recruter un adjoint. Et en fait, je me suis complètement trompée. D'accord. Je me suis trompée sur l'organisation dont j'avais besoin. Je me suis trompée sur le profil dont j'avais besoin à ce moment-là. Et je m'en suis rendu compte très vite d'ailleurs parce que en fait, l'atmosphère qui dans la rédaction était super bonne, etc., s'est dégradée hyper rapidement. Parce que l'organisation qu'on était en train de mettre en place et le profil de la personne qu'on avait recrutée n'étaient pas du tout en phase avec ce dont on avait besoin dans le fond. Et du coup, là, je parle de mon équipe parce que voilà, mais il y a eu aussi à ce moment-là dans d'autres équipes des moments de transformation. Donc à ce moment-là, je parle de ça, on est peut-être 15, on a fait x2 dans l'entreprise. Voilà. Et donc, on se réorganise très vite en fonction de nos objectifs d'entreprise, justement, qui étaient plus clairs, etc. Et puis, petit à petit, donc, on écrit noir sur blanc, on commence à conceptualiser un peu le rôle du manager, mais c'était encore pas très abouti, etc. Et donc, petit à petit, on a commencé à écrire un peu, à processer, à formaliser le cadre, etc. Mais c'était encore assez peu abouti, je trouve. Et en fait, c'est les besoins de l'entreprise et sa taille qui évolue qui, à chaque fois, nous ont obligés à changer. Et parfois, d'ailleurs, changer dans la douleur, franchement. C'est-à-dire que quand je me rends compte, donc l'étape encore après, donc là, on est en 2019-2020. 2020, avant le Covid, je me dis, en fait, là, notre schéma d'organisation et notre culture managériale, ça va pas. D'accord. C'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas les rôles qu'on a ne permettent pas aux managers d'être les managers qu'on voudrait avoir. Et notre fonctionnement, notre schéma d'organisation, en fait, en grossissant, va pas du tout marcher. C'est le moment où on commence à plus se développer, à lancer des nouvelles éditions, de couvrir de nouveaux sujets, etc.
Et donc, et donc, je me dis, ça va pas. Et donc, avant le Covid, je commence à en parler individuellement avec plein de journalistes, etc. Puis, le Covid casse tout ça. Et après le Covid, on a créé un groupe de travail où on a réfléchi à l'organisation en fonction d'objectifs que moi, j'avais déterminés, qui étaient liés à tous les entretiens que j'avais pu faire et à ce que je comprenais des besoins de la rédaction en fonction des besoins de l'entreprise. Et on a démarré ça, et ça a pris 2 ans, en fait. On arrive au bout, et là, on a commencé à vraiment passer un énorme cap aussi dans la formalisation, donc on a, si vous allez sur le Notion de la rédaction, il y a la ligne éditoriale, elle est écrite noir sur blanc, la culture de travail aussi, ce que c'est que la subsidiarité, mais avec des exemples vraiment concrets. Donc, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je fais ? Il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais pour matérialiser la culture, en Ouais, fait. complètement. Et on a aussi écrit, ce qui me semble moi vraiment super important, c'est les rôles, en fait. C'est quoi être un D'accord. manager à contexte ? Alors, justement, on peut ouvrir ça parce que je sens que c'est quelque chose qui a beaucoup nourri et qui s'est aussi beaucoup nourri de vos réflexions sur la culture, la place du manager. Enfin, on me dit souvent le manager, c'est une compétence, c'est pas une récompense. Parce que dans beaucoup d'organisations, tu es juste promu manager parce que tu fais bien ton taf, quoi, entre guillemets. Et c'est d'autant plus vrai, j'imagine, chez les journalistes. Enfin, t'as rarement une formation de manager, qu'elle soit académique ou dans ton entreprise. T'es un bon journaliste, donc on se dit que tu seras un bon manager journaliste. Mais sauf que savoir écrire des bons papiers, faire des bonnes interviews, trouver des bonnes sources, toutes les composantes de ce métier-là, ne t'aide absolument pas à gérer la personne qui est à côté de toi, qui a besoin d'apprendre, a besoin de grandir, a besoin d'être orienté, mais en même temps pas trop, le tout dans un cadre cohérent. Donc c'est quoi aujourd'hui être un manager chez Context, et comment vous avez transformé des journalistes en journalistes et managers? Alors, c'est vrai que c'est particulier dans notre écosystème, je pense, où mon expérience, et d'ailleurs la difficulté à recruter ce type de profil le montre, parce que parfois ça peut nous avoir pris 1 an de trouver la bonne personne. Est-ce que c'est parce qu'il y en a peu ou C'est parce qu'en fait, on n'a aucune vision managériale historiquement dans les rédactions. Ça commence à changer depuis quelques années déjà, mais historiquement, on n'en a pas. Globalement, le schéma, c'est t'es un bon journaliste, t'es un très bon journaliste, tu veux gagner plus d'argent, tu deviens chef de service, rédacteur en chef, etc. Mais peut-être que en fait, l'équipe a perdu un super journaliste et a gagné un très mauvais manager. Exactement. Voilà. Bon, ça s'est vu dans. Enfin, je pense que les journalistes ont énormément d'exemples autour d'eux de situations comme celle-là. Et en fait, on est quand même dans un métier où ce qui prime avant tout, c'est l'info. C'est un métier rude, c'est un métier où on n'a pas le temps, et donc en fait on privilégie toujours l'info, et donc on n'a jamais le temps pour le reste. Et donc soit l'info, soit on édite de l'info des autres, en fait, quand on a un rôle de manager dans une rédac. Et nous, on pense que c'est pas du tout notre vision, et pour nous, effectivement, manager, c'est un rôle. Alors, les managers à contexte sont des bons journalistes au départ. Hein. C'est pas, moi, je pense que ça ne marcherait pas d'avoir des managers qui viennent d'un tout autre métier, comme ça peut être le cas dans d'autres industries. Mais je pense que être journaliste, c'est en soi quand même une façon de travailler, c'est un métier particulier, et donc il faut avoir tout ce background, cette connaissance, cette notion de l'éthique, comment est-ce cette relation à l'information. Enfin voilà, on devient pas on peut devenir journaliste si avant on a fait un autre métier, mais il y a quand même un moment où ça s'apprend. Et je pense que pour être légitime aux yeux d'une équipe de journalistes, il faut savoir leur parler, et donc savoir ça. Et puis il y a le rôle d'accompagnateur, mais il y a aussi un rôle de leader, de challenger sur le fond des sujets. Oui, bien sûr, mais si tu connais pas le métier, dans votre c'est d'autant plus vrai, mais même dans d'autres industries, c'est quand même pas simple, à part sur des postes de très haute direction où globalement tu pilotes un gros truc et peu importe ce que tu vends, mais c'est très rare d'être légitime aux yeux d'une équipe si tu n'as aucune compétence dans leur métier. Et dans tous les cas, même ce rôle d'accompagnant, tu peux pas l'avoir. Tu fais grandir les gens professionnellement aussi, quoi, dans leur pratique de leur métier. Si tu sais pas ce que c'est de le pratiquer, ça me paraît très compliqué, effectivement. Ouais. Non, mais complètement. Et c'est là où du coup, on a recruté des managers qui avaient quand même un peu d'expérience journalistique, quoi. C'était pas des juniors. Donc, c'est intéressant parce que tu les prends de l'extérieur. Ça veut dire que non seulement il faut que tu recrutes des gens qui soient des bons journalistes, des bons managers, mais il faut ensuite que tu les fasses devenir des bons managers dans ta culture. Ouais. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Mais pour y arriver, je pense qu'il faut avoir déjà soi-même une idée claire de
quel est le rôle de ce manager. Donc, traditionnellement, on dit qu'il y a 5 rôles à contexte pour être dans le rôle de manager. Il y a le rôle d'éditeur, donc voilà, le travail sur le fond des sujets, l'accompagnement sur le fond, etc., l'aide pour faire grandir d'un point de vue journalistique. Il y a le rôle de leader, embarquer les gens avec une vision de ce que l'équipe doit faire, de là où elle va, et une vision qui est co-construite, c'est pas juste ça tombe du ciel et vous exécutez. Un rôle d'animateur, forcément, d'une équipe, la faire vivre, la stimuler, l'emmener, l'écouter, faire que les gens se déploient, donc qui rejoint le rôle d'accompagnateur aussi parfois. Et il y a un grand rôle d'organisateur, en fait, le travail de l'équipe, et tout ça avec une posture très profondément dans l'écoute, avec aussi profondément dans l'écoute et en même temps un cadre très clair et des valeurs très claires. Donc il y a beaucoup d'exigences qui doit être mêlée à énormément de bienveillance aussi. Les deux doivent être au maximum, c'est pas une moyenne. Non, mais parce que c'est intéressant ça. Ouais. Les deux au maximum. Et puis on pourra reparler de ce que c'est l'exigence, la bienveillance, parce que c'est pas toujours très bien compris, je pense. Et enfin voilà. Et donc c'est ça, c'est ce rôle-là. Et on écrit ces rôles. On a aussi des manières d'évaluer. Donc on a des processus d'entretien et de suivi et d'entretien annuel, etc. où on analyse en fait si les managers sur toutes les composantes de leur rôle, comment ils se situent en fait, pour. Et donc du coup, tous les managers ont les 5 rôles. T'as pas des managers qui sont que éditeurs ou qui ont que une vocation d'être des animateurs d'équipe. Tout le monde doit. Tout le monde a les 5 rôles. Après, c'est comme dans toute organisation humaine, évidemment, on a tous des prédispositions pour être meilleurs sur une des composantes du rôle. Et ça, c'est normal. Et ce serait illusoire de penser qu'on peut trouver quelqu'un qui est excellent dans tous les rôles, tout le temps. Enfin, c'est pas possible. Mais tu parles d'outils d'évaluation. Effectivement, c'est bien pour évaluer la performance, mais c'est aussi un super outil de développement, en réalité, pour tes managers. D'avoir autant codifié, nous, c'est ce qu'on appelle des leadership models dans nos jargons de consultants, tu vois. D'avoir autant codifié ce que c'est d'être un manager. Que ça soit explicite le lien que tu as entre les comportements managériaux qui sont attendus de toi, les valeurs de l'entreprise, etc. Tu as une vraie possibilité de te dire vers quoi je peux progresser, pourquoi c'est important de le faire. C'est pas juste le mot N+1 qui a décidé qu'il fallait le faire, on s'est mis d'accord pour le faire collectivement là-dessus. Je peux avoir des conversations sur pour moi comment je me l'adapte. Ouais, c'est un outil qui est hyper puissant ce que vous avez mis en place. En fait, au début, ça n'existait pas comme ça. Ouais, forcément, il faut le créer. Ouais, quand on s'est lancé, on a toujours eu une grille parce que on voulait une forme de cohérence dans les salaires, entre le plus bas salaire et le plus haut salaire dans l'entreprise. Voilà. Donc, on avait des grilles par équipe. Mais qui était essentiellement, à l'époque, fondée sur l'ancienneté, parce que c'était c'était peut-être le seul critère auquel on avait réfléchi comme ça. Et le marché te l'impose un peu. Et le marché l'imposait un peu. Et quand on a recruté, forcément, au tout début, quand on s'est lancé, voilà, c'était un peu la seule chose qu'on avait. Bon. Et puis, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, ça faisait un moment qu'on se disait, mais en fait, cette grille sur l'ancienneté, alors, elle a plein d'avantages, la grille sur l'ancienneté, c'est qu'au moins, il n'y a aucune discussion. Enfin, le salaire, il s'impose, quoi. Je sais que Mediapart a une grille fondée sur l'ancienneté uniquement, et bon, ça a l'air de fonctionner chez eux. C'est jamais le système parfait, de toute façon. Et nous, on s'est dit, mais ça ne nous convient pas, en fait, parce que l'ancienneté, ça veut dire que si tu es un excellent journaliste junior... C'est très frustrant pour un jeune. Tu vas jamais pouvoir... tu vas mettre très, 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 très longtemps avant d'être payé. Ou plus réalistement, tu vas aller chercher ailleurs. Ou tu vas aller chercher ailleurs, donc. Et du coup, on a créé... alors là, on a énormément tâtonné. C'était un travail gigantesque sur lequel moi, j'ai beaucoup participé à ça. C'est très dur, la rémunération, et très sous-estimé, d'ailleurs. C'est la rémunération et comment tu relis ou pas compétences et rémunération. Donc, on a fait... la première étape, c'est qu'on a créé par métier des grilles de compétences avec des paliers. Et pour chaque palier, il y avait des compétences, savoir-faire, en gros, compétences métiers et ce qu'on appelle soft skills et hard skills. Voilà. Et puis, pour éviter... on voulait pas rentrer dans des négociations et donc on voulait qu'il y ait une sorte d'automaticité. Donc, tu es dans tel palier, tu as à peu près tel type de compétences, tu as un historique qui est celui-ci, donc on va te donner tel type de rémunération. Et en fait, on n'a jamais réussi à faire comprendre que c'est pas parce que tu as 80% des compétences de ce palier, il y a aussi plein de choses qui peuvent pas être matérialisées par des compétences et qui sont tout un environnement, tout un contexte, les objectifs de l'année, etc.
mais on n'arrivait pas à faire comprendre ça à l'équipe. Et donc, il y avait plein de gens qui me disaient, mais attendez, je comprends pas, j'ai 80% des compétences de ce palier, pourquoi j'ai pas 80% de la rémunération qui va avec ce palier? Et du coup, il y avait une négociation qui s'était installée sur chaque compétence. En fait, si je la valide pour telle et telle raison. Et ça, c'était très dur pour les managers. Et c'est devenu insupportable. Donc ça, on s'est dit, bon, ok, ça marche pas complètement. Donc, on a fait évoluer cette année notre système. Là, c'est la première année où on a changé ça. Donc, on a... Et ces grilles, elles sont transparentes? Alors, pour l'instant, elles sont pas publiques. Okay. Enfin, elles sont publiques. Elles sont en interne, mais pas à l'extérieur. Elles sont complètement publiques en interne, mais elles sont pas publiques à l'extérieur. Ouais. Voilà. Et associé donc à chaque palier, il y avait effectivement des fourchettes de rémunération. Et là, on a voulu dissocier la discussion sur les compétences de la discussion sur la rémunération, dans le sens où on voulait redonner vraiment la place à la discussion sur les compétences pour faire évoluer les gens, pour qu'ils puissent grandir sans se préoccuper de voilà, parce que sinon ça biaisait un peu la discussion. Et donc là cette année, on a rationalisé notre grille de compétences aussi qui était trop longue, on a fait des entretiens plus efficaces, bref, et a priori le système marche mieux. Et tout ça pour dire qu'on essaye d'objectiver les compétences au max. Et aussi d'avoir des perspectives de rémunération avec des fourchettes de rémunération qui soient publiques pour que les gens puissent se projeter. Mais ce critère de l'ancienneté n'est plus du tout le cœur de notre politique de rémunération et d'évaluation. C'est effectivement très dur et chaque entreprise a un modèle à trouver. Tu en as qui le font au niveau de l'impact, de la taille des équipes que tu manages, avec des grilles aussi par fonction qui sont déterminées sur le marché. Et d'ailleurs, ça doit être un autre problème chez vous parce qu'on a beaucoup parlé des journalistes chez Contexte, mais de ce que je comprends, vous êtes une cinquantaine de journalistes et une cinquantaine de fonctions, j'ai pas envie de dire support, mais parce que tu as les commerciaux, les opérations, le produit, la com, toutes ces fonctions que tu trouves dans une entreprise classique. Typiquement, entre un commercial qui va vouloir être payé, j'imagine, aux variables, etc., et un journaliste pour qui c'est plus difficile d'avoir ces considérations-là, mais qui fait le cœur de ce que vous vendez, comment tu arrives à gérer toutes ces manières de fonctionner dans une grille de rémunération? Alors, c'est des grilles par métier, donc c'est vraiment adapté à chaque métier. L'année dernière, ce qu'on s'est dit, c'est que on voulait que les rémunérations globalement dans l'entreprise se situent dans le top 30 des meilleures rémunérations du marché, évidemment en se comparant avec des entreprises comparables. Tu ne te compares pas avec des licornes qui ont levé 200 millions d'euros chaque année? Non, c'est pas possible. C'est compliqué, ouais. Avec l'idée derrière de se dire, on veut que les gens ne viennent pas que pour l'argent, mais on veut pas qu'ils partent pour l'argent. Donc ça, c'est pour la partie rémunération. Donc on a fait, l'année dernière, on a fait des augmentations pour énormément de gens de l'équipe qui étaient vraiment très, très conséquentes pour se placer enfin dans cette partie-là. Parce que on est parti de rémunération très basse quand on s'est lancé à Contexte, trop basse, mais on n'avait pas les moyens de faire autrement. Et on a fait évoluer à chaque fois, d'année en année, les rémunérations des gens. Parce qu'on le pouvait et que pour nous, l'équipe, c'est central et qu'il faut que les gens se sentent bien, et qu'ils se disent qu'ils peuvent vivre bien en étant à Contexte. Après, je pense que ce qui permet d'accepter, pour un journaliste, de comprendre qu'un développeur ne gagne pas la même chose que lui ou qu'un commercial ait une rémunération différente, je pense que là, pour le coup, c'est relié à ce qu'on essaie de mettre en place dans l'entreprise, c'est-à-dire que en fait, de faire confiance aux gens pour qu'ils comprennent les choses et de leur expliquer pourquoi, de leur expliquer les démarches pour chaque équipe, en rentrant évidemment bien dans le détail avec les équipes concernées, mais au global, on essaye d'avoir une stratégie d'entreprise qui est transparente, décrite, sur laquelle on revient tous les mois. On a une réunion stratégie tous les mois avec toute l'entreprise dans laquelle on fait le point sur différents gros projets aussi sur les chiffres. Voilà. Et je pense que tout ce qu'on a réussi à mettre en place grâce à ça depuis 10 ans fait qu'il y a une confiance dans le fait que si on le fait comme ça, c'est qu'il y a une raison en fait. Et que derrière, c'est pour au final le bien collectif. Je dis pas qu'il n'y a pas de friction. Vraiment, bien sûr, la rémunération, c'est un sujet super complexe, etc. Il y a eu des frictions, à des moments où la rédaction était en pleine réorganisation, travaillait très dur, c'était le Covid, on a bossé énormément pendant le Covid à Contexte, etc. Donc, les réorganisations, je pense que chaque personne qui l'a vécu sait que c'est des moments qui chamboulent parce que le changement chamboule. Il y a des gens que ça
à qui ça fait pas du tout peur, mais il y a quand même beaucoup de gens que ça chamboule. Et donc, à ce moment-là, il y avait l'équipe commerciale et marketing qui allait super bien, qui partait en séminaire, faire du ski, etc. Ok. Parce que les commerciaux, ils ont aussi, pour les motiver et pour travailler l'esprit d'équipe dans une équipe de commercial, c'est pas pareil que dans une rédac, etc. Et il y a eu des incompréhensions, en fait. C'est pas directement la rémunération, mais c'est quand même relié, en fait. Bah, tu vois l'équipe d'à côté qui part au ski tout le temps et toi, t'es en train de galérer toute la journée. Oui, je comprends. Voilà. Il y a Donc, il y a eu des moments durs et où on s'est dit, là, on a mal communiqué, on a mal expliqué, et voilà. Et puis, je pense aussi, ce qui permet ça, c'est que il y a une conviction très forte à contexte, c'est que, en fait, et là aussi, je pense que l'entreprise s'est créée avec un peu à rebours. On a tous besoin les uns des autres et socialement, le métier de journaliste, jusqu'à il y a peu, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est décrié, critiqué, voire même haï, en tout cas une profession, mais jusqu'à il y a peu de temps, c'était socialement quand même assez valorisé. Et donc, dans les entreprises de médias, on voit les journalistes, mais le reste des personnes qui font vivre en fait les journalistes, on les voit pas. Comme les fonctions support dans une boîte de conseil. Exactement. Et nous, on veut pas de ça, en fait. On pense que chacun, dans son rôle, dans l'entreprise, compte. Et on a vraiment essayé de créer cette culture-là. Et donc, évidemment, les commerciaux font leur travail, les journalistes font leur travail, et c'est très important qu'il y ait une séparation claire entre les deux. Mais en même temps, on travaille énormément ensemble, on s'apprécie, on essaye on communique beaucoup. Et je pense que la façon dont les rituels aussi, donc je parlais de cette réunion stratégie, il y a une réunion d'équipe avec toute l'entreprise tous les lundis matins. Alors je sais que ça énerve certains, notamment dans la rédaction, qui se disent mais on est 100, on peut plus se réunir toutes les semaines quand même. Mais en fait, on a gardé ce rituel qui dure parfois une demi-heure, mais parfois juste 5 minutes pour se parler des grands sujets un peu transverses, faire le point sur certaines choses. Et ça fait partie des rituels qui sont importants, comme les séminaires qu'on fait aussi régulièrement et tout, pour se connaître, pour bien comprendre qui fait quoi, et pour faire en sorte qu'on se comprenne les uns les autres aussi. Tout à fait, c'est hyper intéressant. Et justement, on a beaucoup parlé donc, de ce rôle du manager, de ses grilles, etc., etc. Ton rôle, c'est aussi un rôle qui, donc forcément, en tant que dirigeante, a dû évoluer beaucoup depuis le début. Aujourd'hui, c'est devenu quoi d'être une dirigeante dans cette culture où il y a autant de subsidiarité, autant de responsabilisation et un collectif qui est aussi fort? C'est toujours plus dur de parler de soi, mais... En fait, il y a plusieurs choses qui me viennent. Mon rôle aujourd'hui, si je devais le résumer, il y a le déploiement de la stratégie dans la rédaction et le développement à quoi, participer dans mon rôle à comment est-ce qu'on développe l'entreprise, sur quoi, quel projet et quel est le rôle de la rédaction là-dedans et pourquoi c'est une bonne idée, etc. On a eu une réunion stratégie ce lundi où on a beaucoup parlé de choses. J'étais très impliquée dans la présentation qu'on a faite, dans la préparation de cette présentation avec le comité de direction, etc. Donc ça, c'est une partie importante de mon rôle. J'ai aussi un autre rôle, et juste pour finir là-dessus, cette semaine, si je repense à ma semaine, il y a eu aussi, par exemple hier, toute une discussion avec l'équipe produit sur l'information telle qu'on la conçoit à contexte sur 2 jambes. Donc d'un côté le travail journalistique, de l'autre le traitement de bases de données à grande échelle, ou la mise en place de bases de données qui peuvent être de l'information plus automatisée, etc. Bon. Et du coup, on a discuté avec plusieurs personnes de l'équipe, notamment de l'équipe produit, quelle est notre stratégie sur tel ou tel aspect de notre offre, etc. Ça, c'est aussi mon rôle. Mon autre rôle, c'est de manager des managers. Et même là, je suis arrivée au rôle je manage des managers qui managent même des managers qui managent des rédacteurs. Voilà. Donc c'est un peu éloigné, mais même si en fait j'essaie de pas du tout être ça, éloigné. Et hier, par exemple, j'ai animé une réunion qui est notre réunion hebdomadaire avec les managers, où j'ai voulu qu'on prenne le temps, et on a voulu avec les rédacteurs en chef qu'on prenne le temps collectivement de discuter de cette réunion stratégique qui avait eu lieu lundi, où on avait partagé un peu les projets et du coup l'ambition. Et quand on parle de l'ambition ou de la situation de l'entreprise, ça génère forcément
Parfois de l'excitation, parfois du stress, parce qu'on prend des risques, parce que nous, on n'a pas un milliardaire derrière nous qui nous finance, donc on a toujours pris beaucoup de risques, etc. Et donc, j'ai voulu qu'on prenne le temps de, voilà, comment les équipes ont pris cette réunion, toute la présentation qui était longue, qui a été faite, qui était importante, qu'il y ait des retours, qu'on puisse se faire des feedbacks, que je puisse éclaircir certains points, voire même que ça puisse susciter d'autres actions. Bon. Et puis, la dernière petite partie de mon rôle, si je devais schématiser, c'est je garde un pied avec le terrain. D'abord parce que j'ai toujours aimé mon métier de journaliste et que c'est important. Et puis parce que je trouve que c'est important de continuer à avoir un pied avec un lien avec cette information, ces sources qui sont finalement la base de ce qu'on vend. En fait. Et puis et peut-être aussi que ça parle à mon sentiment de légitimité ou d'illégitimité si je fais pas ça. Il y a peut-être une part de ça, mais pendant tout un temps, je me suis dit peut-être il faut que je lâche complètement ça, etc. Et en fait, je le fais pas. Et donc je me dis c'est que dans le fond, ça doit être très important pour moi de garder ça aussi. Et donc voilà. Donc je peux schématiser mon rôle comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, j'ai l'air d'en parler peut-être avec beaucoup de certitude, mais en fait, ça s'est tellement fait petit à petit. Bah, ça s'entend aussi dans la manière dont tu le décris. Enfin, t'as pas dit les 3 piliers du leadership, c'est ça, tu vois. Non, au contraire, on sent que t'as conçu un rôle qui est le tien sur mesure. C'est pas, enfin, tu vas pas aller en école de commerce pour dire voilà ce que c'est qu'être dirigeant. Et typiquement, c'est intéressant parce que on sent que ça a été itératif, que tu navigues des injonctions qui sont et externes et peut-être internes aussi. Il faut que je fasse ça, on m'a dit qu'il fallait que je lâche, mais en même temps, moi j'ai envie de le faire. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que tu as aussi pris le temps, je trouve, de créer ce rôle-là. Et il va probablement évoluer aussi dans les prochaines années, quoi. Oui, j'ai vraiment pris le temps. Je pense que quand on s'est lancé, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, la vision du management, elle était quand même peu développée. J'ai été poussée à le faire. Et je pense que j'avais aussi parfois, je pense que j'étais un peu en résistance au début parce que j'avais un sentiment d'illégitimité lié à toujours, ça c'est quelque chose de très classique, entre j'abandonne mon rôle d'expert pour lequel je suis reconnue, pour passer et pour lequel chaque chose que je fais au quotidien a un effet immédiat qui est visible, pour passer à un rôle où mais en fait les gens voient pas ce que je fais, du coup est-ce que je suis pas un peu c'est un peu le syndrome de l'imposture. Il y avait quand même ce truc là avec le rôle de manager. Et pourtant c'est une expertise. Mais c'était pas clair à ce point du tout dans ma tête quand on s'est lancé, et ça a mis un peu de temps. Je pense qu'il y a eu des phases pour ça, l'expérience tout simplement, et puis aussi des formations que j'ai faites. J'ai commencé par faire du coach, par avoir un peu de coaching, d'accompagnement de coaching à plusieurs moments, et puis après. Et donc j'ai beaucoup évolué comme ça, et j'ai lu aussi Jean-Christophe Boulanger m'a un jour mis sur la table un livre qui m'a beaucoup chamboulé, qui est le Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, qui m'a... Ce qu'on a souvent mentionné ici. Qui m'a vraiment... En fait, qui m'a chamboulé, pas du tout comme un guide, comme un mode d'emploi à suivre, mais comme des perspectives de chaque organisation à son fonctionnement. Ce modèle hiérarchique pyramidal ancien dont j'ai pas envie et auquel je crois pas. En fait, il y a plein de gens qui ont eu des expériences, alors pas dans les médias, qui ont été incroyables de succès, avec plein de difficultés aussi, mais un épanouissement des gens, une confiance a priori dans le fait que quelqu'un qui est sur le terrain peut apporter quelque chose. La confiance a priori dans le fait que si tu as un junior qui arrive dans ton entreprise, en fait, il a à apporter aussi bien qu'un senior mais simplement il a des choses différentes à apporter. L'importance du cadre, l'importance aussi les courbes de progression dans les entreprises. C'est pas parce que tu es un senior que tu arrives de quelque part que tu es plug and play dans une entreprise. Archi faux, c'est les plus gros fails de recrutement en général quand on fait ça. Et le fait aussi de se dire que on peut arriver, que l'intelligence collective, c'est quelque chose qui moi m'anime énormément, qui compte beaucoup pour moi, et je suis persuadée de sa valeur. Elle peut s'exprimer dans des modèles d'organisation que je connaissais pas, parce qu'en fait j'avais pas lu, mes lectures c'était pas celle-là, quoi. Donc ça m'a vraiment marqué. Et puis après j'ai fait 2 formations, dont une qui a été assez
révolutionnaire intérieurement pour moi, c'est que j'ai fait un parcours qui s'appelle le parcours Toscane. Donc j'ai fait ça l'année dernière avec 2 personnes de notre codir. Et qui m'a fait encore mieux comprendre ce que c'était que le rôle de dirigeant dans des organisations où on veut justement être dans une aventure collective où chacun a un rôle à jouer pour faire avancer cette aventure et pas un projet d'actionnaire un peu délié de la base, quoi. Et ça a été ça a été vraiment cette formation, ça a été transformateur pour moi. Et aussi sur on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais sur ce que ça veut dire que d'écouter, comment est-ce qu'on peut comment est-ce que souvent quand on est dirigeant on travaille avec uniquement sa tête et son intellect et pas du tout avec ses tripes, et que relier les deux c'est hyper puissant. Enfin voilà, ça a été très fort, et je pense que ça m'a fait comprendre aussi que je pouvais apporter quelque chose là-dedans, que j'avais des compétences. Enfin, c'est fou, hein, mais je pense que j'ai réalisé peut-être que j'avais non seulement une appétence, mais aussi des capacités là-dedans. Je dis pas que jusqu'à présent, j'avais pas du tout réalisé, mais quand même, ça m'a... Je pense que ça a été vraiment une bascule. C'est intéressant. Et fais-nous un aparté du coup sur cette histoire de savoir écouter vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, quand on a quelqu'un face à soi dans un entretien de suivi ou dans un one-to-one, souvent on va entendre ce qu'il nous dit, le message principal, j'arrive pas à faire ça, ou ça se passe pas bien avec un tel, je suis vraiment, je suis pas content de la façon dont ça se passe dans l'entreprise sur tel sujet, ou alors tel et tel type de source, ça fonctionne pas, etc. Et en fait, le réflexe classique, c'est j'écoute ce que me dit l'autre. Alors, il y a plusieurs niveaux. Le réflexe numéro 1, c'est je vais lui donner les réponses à ses questions. Bon, ça, c'est un manager totalement inexpérimenté, je dirais. Le manager qui a un peu plus de bouteille dit « Ok, comment je fais pour lui faire émerger les réponses à ses propres questions ?» Donc, ah bon, mais alors comment tu peux faire pour avoir de meilleures sources, etc., etc. Et quand on arrive à partir de ce qui est dit par la personne et de ne pas être en réaction par rapport à ce que la personne nous dit, mais juste de voir, ok, elle vient de me dire ça, qu'est-ce que ça me fait à moi qui l'écoute? Comment j'ai réagi, et pas juste avec ma tête. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Qu'est-ce qui m'a frappé dans les mots qu'elle a utilisés, dans sa posture, qu'est-ce que j'ai perçu d'elle à ce moment-là, quel type d'émotion aussi j'ai perçu d'elle, ou quel type de personnalité j'ai perçu. Et si on arrive à exprimer tout ça à la personne qui est en face de soi, c'est tellement riche. Mais ça nécessite de savoir vraiment écouter l'autre profondément, et s'écouter soi-même profondément, et être capable de le restituer. Et c'est ce côté être assis à l'intérieur de soi qu'on retrouve beaucoup dans du coaching ou des choses comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça prend t'as beaucoup moins de temps pour le faire que ce que tu viens de prendre comme temps pour l'expliquer. Il faut aller très vite parce que la personne est en face de toi pendant ce temps. Donc ça demande quand même une certaine maîtrise de soi et une introspection forte, une capacité à comprendre ses réactions instinctives, à pas passer au-dessus, mais à aller au niveau d'après, entre guillemets. En fait, je pense que ça nécessite de bien se connaître, ça c'est sûr. Et puis, ça nécessite de pratiquer beaucoup. En fait, c'est un muscle, vraiment. Ouais, c'est une forme de muscle. Et ce qui a été vraiment passionnant dans ces différentes formations que j'ai faites, parce que j'en ai fait une autre avant Toscane, et que je continue à me former là-dessus, etc., c'est de s'exercer beaucoup avec certes des gens de mon équipe, mais aussi avec des gens vraiment, c'est un muscle. On peut comprendre le concept, mais après, il faut s'entraîner pour devenir bon là-dedans, quoi. Mais c'est vrai que, à mon avis, ça nécessite de bien se connaître, mais ça, je pense que... je crois que pour être un bon manager, il faut aussi très bien se connaître. Parce que il faut comprendre ses réactions, il faut comprendre ses besoins, parce que c'est très difficile
comprendre les besoins des autres si soi-même on se comprend pas bien. Et puis tu restes au niveau 1 de la relation où tu réagis directement et ça produit pas toujours des bonnes choses. C'est très intéressant, c'est toutes ces phases-là. On a beaucoup parlé des phases par lesquelles le contexte est passé, les phases par lesquelles toi t'es passé dans ton rôle de dirigeante. Donc que ce soit pour toi ou que ce soit pour contexte, finalement, c'est quoi la prochaine maintenant? On a parlé au début de ces challenges que t'anticipais, que l'océan n'a jamais semblé aussi grand. C'est quoi l'ambition maintenant pour la suite? Je pense que les challenges, il y a 2 natures de challenge. Peut-être 3. Le premier qui me vient, et je sais pas si je n'ai pas tellement envie de les mettre par ordre hiérarchique, mais Oui. le premier qui me vient, c'est comment faire pour continuer à grandir en conservant notre culture et en adaptant le cadre de culture au nombre qu'on est, au fonctionnement des équipes, etc. Comment la faire vivre? Comment aussi améliorer sa compréhension par l'équipe, parce que c'est pas toujours... Moi, j'en suis de plus en plus convaincue, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais après, mon boulot, c'est aussi de faire vivre ça dans l'équipe. Et c'est pas, voilà. Donc, comment on fait dans une entreprise qui grossit? C'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand on parle des projets de l'entreprise, tous collectivement, toute l'entreprise, un des sujets qui revient vraiment de façon extrêmement forte, c'est comment on va faire pour garder notre culture. Donc ça, c'est vraiment super important. Là, parfois, j'ai parlé de la réorganisation de la rédaction. Il y a d'autres équipes qui se réorganisent, qui vivent des moments de chamboulement hyper forts, qui sont nécessaires parce qu'il faut adapter la structure à nos développements futurs. Et puis, quand on passe de 15 à 30, c'est pas pareil. Enfin, comment on fait pour faire comprendre et pour faire vivre cette culture dans ces moments difficiles, en fait? Parce que quand tout va bien, être à l'écoute, et enfin, Mathis, c'est hyper facile, en fait. Mais c'est dans les moments où ça va pas bien, où elle doit être, où cette exigence, cette bienveillance, cette façon de faire, cette façon de manager, cette transparence, ces feedbacks qu'on a envie aussi d'avoir, etc. C'est là où il faut vraiment le faire vivre. Et donc là, on est 100, et je sais pas si on est 200 dans quelques années, comment on fait? Donc ça, c'est vraiment une préoccupation pour moi et pour, je pense, l'équipe de direction, mais voilà, ça me semble pas évident. Après, ce dont je parlais, qui est plus classique, c'est si on réfléchit, est-ce que si on s'internationalise, voilà, quel impact, est-ce qu'on va réussir, comment est-ce qu'on fait pour réussir? Encore une fois, on n'a pas des fonds d'investissement ou des gros industriels derrière nous, quoi, ou des actionnaires qui sont prêts à remettre au pot pour voilà. Donc, qui sont prêts ou qui peuvent d'ailleurs. Donc c'est avec notre propre force, nos propres risques, et donc ça, c'est des vrais challenges. Après, ça m'inquiète pas, mais c'est des challenges. Et donc, lié à ça, il y a comment on embarque l'équipe pour faire tout ça. Et il y en avait un troisième, mais je l'ai oublié. C'est pas grave. Ah non, si. Et du coup, le dernier, c'est comment rester indépendant, avec notre vision de l'indépendance, qui est que... Alors aujourd'hui, 100% du capital appartient à l'équipe. Est-ce que ça sera toujours comme ça? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'indépendance, pour nous, c'est le syndicat auquel on est adhérent, qui a cette définition-là, c'est que le capital soit détenu en majorité par l'équipe. Voilà. Donc, et que le reste n'appartienne pas à quelqu'un qui n'aurait pas comme unique objet ou comme unique ambition de l'information, en fait. Oui, complètement. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis là-dessus. Ça me fait penser à une autre interview que j'ai fait il y a pas longtemps. Il y a ce côté, ces convictions-là, entre guillemets, elles sont tellement fortes chez vous que tu vas construire autour. Il y a peu de chances que tu les remettes en cause. On construit autour, et en fait, je pense c'est des piliers, etc. Mais je me dis pas que c'est simple. Non, ça je comprends. Ça je comprends que ça le soit pas. Et puis, je sens aussi beaucoup d'attentes sur certains aspects, notamment sur l'enjeu culturel. Il y a énormément d'attentes dans l'équipe, et je sais que c'est un peu comme on arrive à installer une crédibilité en tant que média sur l'information qu'on produit. Ça prend des années. Se décrédibiliser, c'est extrêmement rapide. Bien sûr. Construire une culture, ça prend des années. La casser, c'est très très rapide. Donc c'est intéressant. Tu penses que tu n'as pas le droit à l'erreur en matière de culture? Si,
Mais je sais pas comment on fait quand on est 2 fois plus nombreux, quoi. Bah, je pense qu'il faut y arriver, mais ça se prépare. Et tu vois, on pourra en reparler, mais il y a à titre. Nous, c'est notre métier d'accompagner ça, si tu veux. Et de ce que tu me dis, il y a quand même beaucoup de choses que tu as fait très bien, qui sont préparées, qui sont formalisées. Les modes de prise de décision, ton cadre, il est posé, tes comportements, ils sont écrits. Tu as même des situations de comment on va réagir de telle manière. La question, ce sera aussi de dire, on va rencontrer des nouvelles situations. Comment on va y réagir, et si on se trompe, comment est-ce qu'on va apprendre de ça, quoi. Mais j'ai l'impression que tes managers sont formés, ils sont au courant de ce cadre-là. Il y a quand même beaucoup de choses que tu fais très bien. C'est peut-être mon esprit critique et ma déformation journalistique qui fait que... Mais je devrais pas te dire ça, moi je devrais te vendre des trucs, tu vois, mais il y a quand même des trucs que tu fais très bien. Oui, non, mais je pense qu'il y a des choses qu'on fait très bien, et je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait pas, ou pas assez bien, mais ça c'est... Et je pense qu'il y a une certaine forme de... Bon, ben voilà, il y a ça, comment on va s'y prendre. Je pense que quand on est journaliste, on analyse des situations sous plein de prismes. Peut-être que j'ai aussi cette déformation-là. Complètement. Et pour revenir sur quelque chose du coup que vous faites bien et que tu aurais envie de partager, c'est une des questions traditionnelles de fin sur ce podcast. C'est quoi le conseil que tu donnerais, toi, à un autre dirigeant, justement pour être intentionnel dans sa culture entreprise et en faire un levier de développement plutôt que quelque chose qui est juste là et subi? Je pense qu'on transforme jamais autant une entreprise que ses dirigeants. Donc si déjà, il faut être absolument convaincu soi-même qu'on a vraiment envie de cette transformation pour soi-même, personnellement, et ensuite pour pouvoir la développer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, passer beaucoup de temps à faire vivre, à structurer, à cadrer cette culture. C'est pas forcément évident quand on est, parce que quand on est dirigeant, on n'a pas le temps, en fait. On a plein de choses opérationnelles à faire, on a la stratégie à penser, etc. Mais en fait, c'est une composante intrinsèque de la stratégie, et ça, c'est hyper important de prendre ce temps-là. Donc, et c'est un peu ce que je racontais, donc je disais, tout à l'heure, je parlais de l'écoute. Je pense qu'il faut avoir un PhD en écoute des autres. et ça c'est vraiment, ça se travaille. Et peut-être la dernière chose, c'est que être capable d'écouter les autres et de ressentir leurs émotions, etc., ça nécessite aussi, soi-même, en tant que dirigeant, d'être capable de partager ses propres émotions. C'est-à-dire que ça peut pas être juste à sens unique. Et ça, c'est pas évident du tout. En fait. Il faut être capable de s'autoriser à le faire et de déconstruire l'image que tu as du dirigeant aussi derrière. Mais si jamais on ne s'autorise pas, en fait, il n'y a aucune chance que ça circule. Personne ne s'autorisera si tu ne le fais pas. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est... voilà, c'est hyper important. Super. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.